Bonjour à tous les amis, alors c'est parti pour la deuxième partie de notre test de la MG4. Alors on va tester la vitesse de recharge, la conso à 130 km/h, l'accélération de 0 à 100 et de 0 à 130, le frein régénératif, la caméra 360, le design intérieur-extérieur, la petite prise de recharge, le coffre et quelques différences entre la version confort et la version luxury. Allez c'est parti! Là j'arrive sur les bornes Ionity et du coup je vais me mettre en marche arrière. C'est parti. Donc là on arrive sur la petite borne Ionity. Tac. Alors c'est parti pour la charge. Hop, j'appuie ici. Je vais enlever ce petit truc là. Voilà. Et donc là vous avez des repères en fonction de la charge. 25, 50, 75, 100%. Je vais sur ma petite borne de Ionity. Du coup, je vais aller brancher la voiture. Là, j'ai pas beaucoup de câbles. Je vais décaler. Hop. Alors, une main, c'est pas facile. Voilà. Et ensuite, je vais passer ma petite carte. Bon, et bien, la borne ne fonctionnait pas, donc comme ça arrive quelquefois chez Ionity, alors je vais changer de borne puisqu'il y a deux bornes sur cet même espace. C'est parti. Bon, ce qui est sympa du coup, c'est que ça nous a permis de tester le fait de conduire en laissant la trappe ouverte. Et on a un avertissement sur le panneau central qui nous dit que cette trappe est ouverte. Donc on ne part pas sans le savoir. Ça, c'est plutôt sympa. Referring. Ça y est, petite connexion ici. Alors là on est en anglais, on va vous le mettre en français peut-être. Préparation de la charge. C'est long hein. Ça y est, on était à 9% du coup, là ça chauffait. Donc là en vitesse on est au-dessus des 130 normalement. Ça va. Là, il y a pas mal de monde. Bon, une voiture thermique garée sur une place, mais ça, on a l'habitude. 116. Bon, ça monte vite, hein. Ah. 0. 140. Là, on a un bruit un peu bizarre derrière. Je vais aller voir dans la voiture, parce que là, il m'annonce 140. Là, j'ai quelques indicateurs dessus. Donc, puissance de charge 136. Alors là, voilà, là c'est direct. On a direct la charge. Il nous dit que à 100%, 409 km. Mode info et la charge. Donc, il nous dit de ne pas charger trop loin. Mais on peut faire un mode long voyage. Courant normal. Terminer la charge. On en profite. On a le système V2L là. Et la consommation d'énergie. Charge programmée, donc on peut programmer notre petite charge, ça on le verra plus tard j'espère. Et donc là on est toujours à 136, donc là c'est carrément bien. Ok, si je retourne là, je suis toujours à 139. Donc là je vais aller 140 même. Là je vais aller à la petite station pour me chercher un sandwich, et je reviens. Voilà, on peut dire qu'on la voit de loin. C'est assez beau et qu'on la voit vraiment de très loin. Alors là, très impressionné, 15 minutes, on
On a gagné 40%, un peu plus de 40%, et on est toujours à 143 kW. Voilà, et on a du coup récupéré 28 kWh sur cette merveilleuse voiture. Enfin, on la voit de loin, on la voit vraiment de très loin. Alors là, c'est en train de descendre très rapidement, je sais pas pourquoi. On m'annonce 23, 22, 21, 20. Là, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout, du tout. Ah, il descend à 12. « 19, ça va bientôt s'arrêter. » Là, il y a une petite Volvo qui vient de se garer à côté. Donc je sais pas si ça va pouvoir relancer un peu ma charge, mais là, c'est catastrophe. 9 kW. Là, je sais pas pourquoi, mais c'est en train de remonter. Quelques minutes après, il n'y avait aucune raison que ça descende, mais c'était descendu. Je sais pas si la voiture s'est mise en sécurité ou pas. Et là, on est en train de remonter en termes de puissance. Donc je vous fais un petit point rapide, hein. J'ai coupé le son parce qu'il y avait beaucoup de vent. On peut dire que j'ai été très impressionné par la vitesse de recharge, sachant qu'en plus je n'ai pas activé de préchauffage. Alors on a eu un problème avec le générateur qui est derrière et qui s'est coupé, c'est pour ça qu'on a eu une baisse, hein. Une fois que ça s'est réactivé, tout est remonté. Mais en termes de statistiques, c'est assez impressionnant, hein. De 9% jusqu'à 50%. On est resté aux alentours des 140 kW de vitesse de recharge, ce qui est plutôt très fort. Et puis à 62%, on est passé à 95%, on est descendu jusqu'au 75%, on était toujours à 63 kW. Donc c'est vraiment balèze. On a mis 31 minutes pour recharger de 9 à 75%, alors qu'ils annoncent plutôt une quarantaine de minutes. Alors on s'est fait un petit test de consommation à 130 km/h. Plutôt long, hein, par rapport au temps imparti qu'on avait. On a fait ça en 3 petits bouts. Je vous mets les différentes captures des 3 passages. Un passage de 5 km, un passage de 18 et un passage de 15. On a fait tous nos petits calculs. Et donc, on se retrouve sur une totalité de 40 km, ce qui est plutôt pas mal, avec une conso de 25,02 kWh pour 100 km. Ce qui me paraît beaucoup, sachant qu'on était à vide et qui faisait 17 degrés. Là, ça me paraît beaucoup, mais voilà, c'est la première version de logiciel de la voiture. Peut-être qu'ils vont améliorer ça au fur et à mesure. Il faudrait qu'on arrive à refaire des tests un peu plus poussés. Si jamais vous avez des tests, puisque maintenant ça y est, elles sont arrivées, hein, les premières MG4 Luxury grande batterie. Du coup, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires et je l'épinglerai le plus haut possible pour que on puisse avoir des chiffres sur des grands trajets. Mais déjà 40 km, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, ce qui nous fait que avec cette batterie de 60 kWh, ça nous permettrait de faire 255 km à 130 km/h. Mais ce qu'il faut savoir, hein, c'est que sur l'autoroute, on recharge plutôt à 80% pour essayer d'être le plus efficient possible sur les temps de recharge, ce qui nous ferait une distance entre chaque borne de 203 km si jamais on descendait à 0%. Donc en gros, il faut recharger tous les 150-180 km pour avoir un petit peu de marge. Voilà, alors au vu de la vitesse de recharge de la voiture, du coup c'est faisable, hein, mais ça me paraît un tout petit peu juste quand même avec ces 25 kWh de consommation. Donc je dirais que sur ce point-là, c'est un petit point faible, hein, par rapport aux autres véhicules où on est plutôt aux alentours de 22, 23, sachant que le gabarit de la voiture est plutôt bas et pas hyper grand. Alors après, la stratégie, hein, que d'autres utilisent, hein, chez Kia, chez Tesla,
c'est de réduire la vitesse. Il faudrait plutôt passer à 110 km/h et là on risquerait plutôt de descendre vers les 20-21 kWh au 100 km, ce qui nous permettrait d'être large sur 200-250 km entre chaque borne. Voilà, donc globalement, hein, c'est l'optimisation pour les véhicules électriques, mais aussi maintenant pour les véhicules thermiques. On commence à réfléchir un petit peu à ça. C'est plutôt de rouler vers les 110 km/h de manière à consommer le moins de batterie possible et voilà, quand on fait le rapport entre est-ce que je roule à 130 et je charge plus longtemps ou est-ce que je roule à 110 et je vais plus loin et je charge moins longtemps, la meilleure stratégie souvent c'est de rouler un petit peu moins vite, ça nous fait gagner du temps. Alors on est parti pour le prochain test de 0 à 130 km/h pour savoir combien nous allons réaliser, hein, sachant que la voiture est plutôt légère par rapport à la puissance des 200 chevaux. Donc normalement ça devrait plutôt être bien. Donc là, aucun dérapage, contrairement aux autres voitures. Donc là on s'est fait un petit 7 secondes 8, sachant qu'ils annoncent normalement 7,7. Donc moins de 13 secondes de 0 à 100 km/h, c'est très très bon. Hein. Ce qui était très intéressant, c'est que les roues n'ont absolument pas patiné au démarrage. Alors bien évidemment, on est parti en sec, mais en termes d'accélération, c'est largement suffisant. Alors là, on a mis le mode régénératif le plus faible. D'accord, donc là, je suis à 40, je lâche l'accélérateur et donc ça freine mais vraiment très léger. Hein, et à l'inverse le mode 3, donc là j'ai mis le mode 3. Hop, je vais me remettre à 40 et je lâche. Donc là, voilà, là ça freine beaucoup plus fort. Hein. 40. Ce qui est sympa, c'est que quand vous mettez le clignotant, voilà, par défaut il vous active les caméras. Donc si je mets d'un côté à droite là et là à gauche, là, il m'active les caméras. Hein, et vous avez là ici le repère, si c'est la caméra de devant, là tac c'est la caméra de gauche et vous avez la caméra 360 ici. Alors quand on parle des caméras et de la marche arrière, écoutez, il n'y a pas de bruit hein, quand on recule. Et donc ici vous avez à gauche le petit bleu, là c'est pour indiquer que c'est la caméra arrière. Vous avez la vue 360 qui est bien pratique. Et là je viens me caler entre le mur et l'autre belle MG. Et donc on a les petits signalements vert, orange et rouge. Et donc au fur et à mesure que je vais me rapprocher, on va avoir les petits bips qui vont se mettre et la distance qui va s'afficher. 68 cm. Donc là c'est vraiment très pratique. Je mets les petits freins à main. Allez, on se fait un petit tour du design extérieur. Alors en ce qui concerne la trappe de recharge hein, qui est sur la partie arrière gauche du véhicule, on n'a pas de protection pour la partie type 2, mais vous avez vu autour on a des petites LED, donc une LED entre 0 et 25, entre 25 et 50, entre 50 et 75 et entre 75 et 100% de recharge qui se ferme manuellement. Alors en ce qui concerne le coffre, et bien là vous avez vu sur cette version Luxury, donc le coffre fait 363 litres. Et dans la version Luxury, on a la possibilité de l'agrandir un petit peu, mais aussi de le remonter pour faire un chargement plat. Vous avez vu par rapport voilà, au début du coffre, là on peut avoir quelque chose de complètement plat.
Et donc on peut abaisser les sièges en 2 tiers, 1 tiers, et on n'a pas de trappe de ski. Donc ça c'est un point qui peut être important. Voilà, et donc on passe à presque 1200 litres quand on est dans cette position là. Je vous remonte comment dans l'autre sens très rapidement, hop, agrandir son coffre, mais je vous rappelle ce n'est que sur la version Luxury. On peut aussi complètement la retirer, et dessous on a tout ce qu'il faut pour le système anti-crevaison et le triangle de signalisation. En ce qui concerne le câble qui est livré avec la voiture pour recharger, c'est uniquement un T2T2. Il n'y a pas le petit câble de recharge occasionnel là qu'on appelle CRO et qui se branche sur une prise normale. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Il va falloir l'acheter en option, sinon chez vous, vous n'allez pas pouvoir recharger. Donc attention au moment de la commande. Attention, ceci peut avoir évolué depuis le moment où on a réalisé la vidéo. Voilà à quoi il ressemble. La petite prise qui va vous permettre de le brancher sur la prise domestique. Vous avez une petite sangle qui permet de l'attacher. Donc on n'a pas trop encore compris comment cela fonctionnait. Et donc on a un chargeur de 10 ampères. Donc c'est forcément pas très rapide, sachant qu'on peut facilement monter à 16 ampères avec un petit chargeur acheté sur Amazon ou AliExpress. Alors ici on a pour la commande vocale, d'accord, donc là moi j'accorde pas les droits pour l'instant. Ici c'est pour le régulateur de vitesse ou le limitateur, ici pour les favoris, et quand on active le limitateur, ici c'est pour monter et descendre la vitesse, et ici gauche à droite pour la distance par rapport au véhicule. D'accord, ici tout ce qui est fonction téléphone, ici c'est pour passer sur ce menu là qui est ici, donc avec la navigation notamment. Et on a les petits raccourcis ici qui sont pour l'instant réglés sur la clim. Voilà, ici c'est pour changer les stations, monter le son ou monter la température. On peut le faire aussi ici. Ici on a sur la partie gauche le petit commodo pour les clignotants. On peut régler le son du clignotant, la puissance du son, les feux automatiques. Et de l'autre côté les essuie-glaces avec bien sûr devant, derrière. Derrière, il n'y a pas d'essuie-glace, c'est que devant. Ensuite, dans la portière, vous avez le contrôle des 4 vitres électriques, le système de boîtier à gants. Ici, vous avez le réglage des rétroviseurs, la hauteur des feux, et ici, l'ouverture du capot. On va aller voir le capot. Donc pas de frunk avant, mais vous retrouvez l'endroit pour mettre le lave-glace et vérifier les différents niveaux, mais pas d'entretien compliqué sur les véhicules électriques. Vous avez ici le réglage du siège, en avant, en arrière, pour le monter, pour le descendre, ici pour allonger et relever le siège. Vous avez ici le drive neutre reverse, le frein à main, dessous vous avez les petits porte-gobelets, et vous avez ici caché port USB-A 12 volts allume-cigare et port USB-C. Donc un port USB-C, un port USB-A pour le CarPlay. Ici vous avez une grande trappe de ce côté-là, hop, et ici un compartiment à coudoir. Donc ici j'ai les rétros qui sont fermés, et si je viens appuyer ici, ça m'ouvre les rétros et la voiture. Pour pouvoir démarrer la voiture, il faut que je m'assoie dedans. J'appuie sur le frein. Et là la voiture va démarrer toute seule. Voilà, ready. Il n'y a pas de bouton appuyé. Et ce qui est un peu perturbant, c'est que quand je ressors de la voiture, en fait il n'y a pas de bouton non plus. Et c'est seulement quand je vais fermer ici, je ne sais pas si vous voyez, que le contact va se couper. Un petit peu perturbant au départ. Vitre arrière teintée, toit noir. À l'arrière, vous avez les petits supports. Voilà, bel espace au niveau des jambes, 2 tiers 1 tiers.
Et on est suffisamment haut là, hein, pour 1m85, ça passe sans problème. Donc quand on passe dans la version standard, hein, qui est le premier prix, on a un intérieur tissu, mais qui est aussi très sympathique. On a aussi des petits clignotants sur les rétroviseurs. L'arrière, il manque les petites pochettes, hein, dans les sièges, mais sinon c'est vraiment très correct. On n'a pas le petit béquet arrière et on n'a pas toutes les petites couleurs, hein, en termes de finition. Et le toit est blanc, alors que sur l'autre le toit est noir. Ici on a des petits enjoliveurs différents et pas les clignotants sur la partie extérieure. Les clignotants se retrouvent dans les phares. Vous voyez ici la différence. Au niveau du coffre de la version standard, on n'a pas les doubles planchers et on n'a pas les lumières. Par contre, on a bien une petite prise à l'arrière pour les passagers pour recharger leur téléphone éventuellement. Donc ça c'est le modèle Luxury avec les détecteurs à l'avant qu'on ne retrouve pas sur la version standard. Voilà, c'est terminé pour notre deuxième partie. On se retrouve très rapidement pour la troisième partie où on va détailler toutes les fonctionnalités de l'ordinateur de bord, sauf la planification, je vous rappelle, puisque je n'ai pas pu avoir accès à cette partie, et la partie distancielle avec l'utilisation du smartphone. Allez, à bientôt!